Bonjour tout le monde. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui, comme chaque semaine, de recevoir notre ami le colonel Jacques Pau. J'aimerais, c'est spécial cette semaine parce que le colonel a beaucoup de choses à vous dire et je vous laisse naviguer avec notre cher ami colonel Jacques Pau autour de l'actualité internationale. Merci infiniment, colonel, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous laisse libre dans la gestion de votre représentation. Merci bien. C'est un peu spécial cette semaine. Merci à vous. Oui, c'est un format un peu exceptionnel aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de sujets sur lesquels je voulais m'exprimer et réagir. Et donc, plutôt que de répondre à des questions, je voulais un peu sauter sur ces différents sujets qui sont tous un peu liés les uns aux autres, à vrai dire. Et c'est un peu pour ça que, exceptionnellement, je voudrais procéder de cette manière. Et les auditeurs m'en excuseront. J'espère que ça va faciliter la compréhension, mais voilà. Désolé de le faire comme ça pour aujourd'hui. Alors, la première chose que je voulais faire, c'est réagir sur les propos qui ont été faits par certains commentateurs sur l'affaire Epstein, Trump, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion en Occident, en Europe en particulier, et en France plus spécifiquement d'ailleurs, sur la manière dont Trump gère ses affaires, et les différentes affaires qui sont d'ailleurs en cours aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et cette confusion vient en grande partie du fait que en France, on voit toujours la politique dans le cadre d'une opposition gauche-droite. Donc, quand c'est un président de gauche, c'est pas bien. Quand c'est un président de droite, c'est bien, pour simplifier les choses. Et Trump est de droite, donc c'est bien. Alors, c'est très simplifié, hein, je l'admets volontiers. Mais cette simplification, elle est là pour expliquer quelque chose qu'en France, les gens ont beaucoup de peine à comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'opposition gauche-droite, si vous voulez. Du moins pas en ce qui concerne la politique étrangère. La politique étrangère, notamment en ce qui concerne la Russie, la Chine, la politique économique, elle est très, comme les Américains le disent d'ailleurs eux-mêmes, ils utilisent le mot bipartisan. C'est un mot que vous n'entendez jamais en France parce que on a en France, quand un président ou un homme politique de droite dit quelque chose, automatiquement la gauche dit que c'est pas bien et vice versa. Aux États-Unis, il y a beaucoup de domaines qui sont bipartisans. La lutte contre la Chine, la lutte contre la Russie, la lutte ou les efforts contre le soutien à Israël, par exemple, l'opposition à l'Iran. Toutes ces questions-là sont des questions bipartisanes. Et la différence qu'on a entre républicains et démocrates, elle se situe davantage sur les questions de politique intérieure, notamment la politique sociale, la question de la sécurité sociale, qui avait fait beaucoup de parler d'elle, notamment au moment de la présidence d'Obama. Et ça, c'est très important de comprendre ces nuances parce que vous vous trouvez avec des gens qui ont un peu la même philosophie concernant typiquement la Russie, etc. Maintenant, ce que Trump apporte là-dedans, il apporte une sorte de confusion dans la mesure où il approche le problème différemment de ses prédécesseurs. Les gens comme Biden, Obama et autres avaient une approche plus géopolitique, géostratégique des problèmes. Lui, il a une approche qui est tirée de son expérience personnelle. C'est une expérience, c'est un commercial, d'une certaine manière. Donc, il approche les problèmes de cette manière-là. Et il a, de ce fait, des priorités, non pas les priorités au niveau des objectifs qui sont différentes, mais des priorités dans la manière de faire qui sont différentes.
Et on le voit très bien et tout le monde pense qu'il a un art du deal et que c'est un homme qui fait du deal, etc. Alors, oui, il utilise beaucoup ce mot-là, mais je ne suis pas sûr. Il a pas l'habitude du deal politique. Il a l'habitude du deal tel qu'on fait dans les milieux d'affaires new-yorkais, qui sont des milieux d'affaires extrêmement durs, où, comme on le voit souvent, on dit voilà ma proposition, à prendre ou à laisser. Et si tu n'es pas content, je t'écraserai d'une autre manière. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas très différent des stratégies du deal qu'on a dans les mafias, en fait. Et si pour ceux qui veulent comprendre davantage ces mécanismes, je recommande des films comme Le Parrain, notamment le premier et le deuxième volet de ces films, qui montrent très bien comment, dans le milieu new-yorkais, les affaires avancent et comment les mafias se construisent autour de deals de cette manière-là en réalité. Et les mafias sont rien d'autre que l'évolution extrême de pratiques commerciales qui sont des pratiques commerciales sauvages, qu'on appelle le capitalisme sauvage d'une certaine manière. Et donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. Alors Trump, il a une politique qui est extrêmement semblable à ses prédécesseurs. Et c'est pour ça que quand on utilise les mots, par exemple, État profond, néoconservateur, tout ça, qui sont des termes qui sont jamais vraiment définis chez nous. Encore que l'État profond est une notion un peu plus claire que néoconservateur, contrairement à ce qu'il peut paraître. L'état profond, et là aussi, souvent on dit « Ah, mais il y a l'état profond qui empêche ceci, qui empêche ça ». L'état profond, beaucoup de nos journalistes disent « ça n'existe pas, c'est de la théorie de la conspiration, etc. » En fait, oui, l'état profond, ça existe. Simplement, l'état profond, ça n'est pas une organisation, une structure secrète qui existerait, qui manipule, qui tire les ficelles, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. L'état profond, c'est en fait l'inertie des administrations. Alors, quand vous avez dans des pays où vous avez des systèmes qui oscille entre une opposition et une majorité, si on peut dire ça comme ça. Typiquement, des pays comme la France, d'une certaine manière aussi, des pays comme les États-Unis, la plupart des grands pays. Mais on retrouve ça beaucoup moins dans des pays, par exemple, comme la Suisse, où vous avez des pays c'est des coalitions qui gouvernent, qui changent pas beaucoup. Il peut y avoir des petites différences de politique, mais dans les grandes lignes, en Suisse, on a une politique qui est assez continue, si vous voulez. Quelles que soient les années et le gouvernement, on change les gens, mais pas nécessairement les idéologies qui sont au gouvernement. Tandis qu'en France, ça passe très vite d'un parti à l'autre. Alors, quand on change de président, typiquement en France, alors, il y a évidemment les ministres qui vont changer, il y a probablement des directeurs d'administration qui vont changer, mais plus bas, vous avez très peu de changements. Ça reste plus ou moins les mêmes administrations qui tournent. Et ces administrations, elles ont leur propre inertie, volontaire ou non, d'ailleurs. Et quelquefois, vous avez des réactions. En Suisse, comme j'ai dit, le phénomène est assez rare, mais il existe. Je me rappelle très bien que lorsque nous avons eu une ministre des Affaires étrangères socialiste, Micheline Calmiret, qui était très de cette gauche un peu 68arde, un peu, oui, la gauche un peu caricaturale d'une certaine manière, qui entrait, moi j'étais conseiller militaire aux affaires étrangères à ce moment-là, on voyait bien qu'il y avait une sorte de clash idéologique. Et j'ai très bien vu au niveau des ambassadeurs une résistance à ce que disait la nouvelle ministre. Alors, ils obéissent, mais ils obéissent à leur manière, en ajustant, si vous voulez, des décisions, en essayant de grappiller à gauche ou à droite une manière de faire, de façon que la ministre ne s'y retrouve pas totalement, mais personne ne s'y retrouve totalement en réalité. Ça devient une sorte de politique hybride d'une certaine manière. Et alors,
en Suisse, c'est pas très fort, comme j'ai dit, mais vous avez ça beaucoup plus fortement en France et aux États-Unis, où lorsqu'un président change, eh bien, il a l'habitude de changer toutes les têtes des administrations. Mais l'intérieur, de nouveau, ne change pas. Et cet intérieur qui bouge très peu, très mal, qui résiste, qui est très résistant au changement d'une manière générale, qu'il aille de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche d'ailleurs. Hein. L'état profond, il n'a pas d'idéologie à proprement parler. C'est simplement une résistance au changement que vous avez, qui est inhérent aux administrations. Et vous avez également ça dans les administrations. Alors, typiquement, par exemple, quand on en reparlera un petit peu à propos du Russiagate, quand on dit la CIA ceci, la CIA cela, bon, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une différence assez importante entre c'est un milieu que je connais bien parce que j'ai été formé là-bas, mais l'intérieur de la CIA a beaucoup plus d'inertie que la conduite de la CIA, qui sont des gens qui sont nommés par le président. Et puis, typiquement, durant le premier mandat de Donald Trump, il y a eu 2 ou 3 directeurs de la CIA qui sont succédés. Donc, on voit bien que la tête de la CIA, elle change beaucoup, l'intérieur change beaucoup moins. Et dans l'affaire du Russiagate, et dans de nombreuses affaires d'ailleurs, vous avez le directeur de la CIA qui dit quelque chose parce qu'il veut être en accord avec le président, mais l'intérieur de l'organisation résiste et donne des résultats qui sont très différents, ou des analyses sont très différentes de ce que fait la direction. Et ça, je pense, c'est important de comprendre ces mécanismes. L'état profond, il existe, mais ça n'est pas une machination importante, c'est simplement un phénomène pratiquement humain. C'est que un groupe ne réagit pas de la même manière que simplement les gens qui sont changés à volonté du dirigeant en haut. Et c'est ça qui est important de dire. Les néoconservateurs, c'est une notion qu'on aime bien ressortir pour montrer l'opposition à Donald Trump, etc. Mais quand vous regardez la composition de l'équipe Trump, vous remarquez que c'est à peu près tous des néoconservateurs. Des gens comme Marco Rubio, etc. C'est des gens qui sont connus comme étant des néoconservateurs. Et donc, vous avez, et on voit très bien d'ailleurs que l'équipe Trump n'a pas été choisie en fonction de ce que souhaiterait faire Trump. Parce qu'on voit bien que Trump, il a, et je l'ai expliqué à plusieurs reprises, il a une priorité, c'est de restaurer le tissu industriel américain et de Make America Great Again, voilà, le MAGA comme on dit. Mais pour ce faire, il pense, à tort ou à raison, que son compétiteur le plus important, c'est-à-dire la Chine, doit d'abord être neutralisé, si vous voulez. Pas nécessairement militairement, mais commercialement, etc. Et donc, il faut éviter que la Chine puisse entrer en compétition avec les États-Unis, d'où d'ailleurs l'idée des droits de douane, etc., l'interdiction d'exporter vers la Chine des composants électroniques, des microprocesseurs, etc. Donc l'idée, c'est bien ça, neutralisation de la Chine. Et par conséquent, dans ce contexte-là, comme j'ai expliqué plusieurs fois également, les conflits comme la Russie, l'Iran, la Palestine, sont des conflits auxquels, d'ailleurs, systématiquement, on se réfère aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'ils ont une part importante dans la genèse de ces conflits et dans le maintien de ces conflits, mais quand il s'agit de les résoudre, typiquement le conflit palestinien ou le conflit iranien, eh bien personne ne pense à l'Europe, par exemple, a fortiori, assez logiquement, puisque l'Europe est, on en reparlera, totalement incapable de gérer des problèmes complexes. Et surtout avec les capacités intellectuelles d'Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, sont des cervelles d'oiseaux, qui sont plutôt là dans leur poste pour des questions de parité et d'équité de genre, plutôt que des questions de compétences. Et c'est le résultat qu'on a. Résultat des courses, on a
chaque fois qu'il y a un problème, on se tourne vers la diplomatie américaine, non pas vers la diplomatie européenne. Résultat des courses, du point de vue de Trump, c'est une dispersion de ses ressources. Il voudrait que tout se concentre sur la lutte contre la Chine et ne pas être, dans lequel d'ailleurs il envisage, c'est pas qu'il envisage des opérations militaires, mais il se prépare à des opérations militaires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il maintient un fort potentiel dans le Pacifique et puis où il devient très parcimonieux sur les livraisons d'armes tant à Israël qu'à l'Ukraine, parce qu'il y a ce conflit avec la Chine qu'il veut maintenir, comme j'ai dit, essentiellement sur le niveau politique, mais il doit également pouvoir être en mesure d'exercer une pression militaire sur la Chine. Voilà, c'est ça. Donc, tous ces conflits, du coup, deviennent du ballast pour lui. Et par conséquent, il essaye de se dissocier de ces conflits et d'avoir, si vous voulez, de négocier son retrait de ces conflits. Alors, comme on l'appelle systématiquement pour résoudre les problèmes, eh bien, sa diplomatie et lui-même est davantage impliqué dans la résolution de ces petits conflits périphériques plutôt que le vrai conflit qu'il a ou qu'il envisage, c'est la Chine. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. Donc l'équipe Trump, c'est une équipe qui n'a pas été préparée pour ça. En fait, on voit que c'est une équipe qui n'a pas vraiment de capacité en matière de politique étrangère, sont avant tout les gens qui l'entourent, sont avant tout des gens qui sont des communicateurs et des gens qui viennent d'un background, économique ou commercial, si vous voulez. Mais il n'y a pas vraiment de gens qui viennent du domaine de la politique extérieure. Résultat des courses, vous avez une équipe qui est assez maladroite en matière de politique étrangère. Et des gens comme Steve Witkoff, qui sont peut-être un peu plus futés que les autres, et que Trump a envoyé tant pour résoudre le cas en Palestine que pour discuter avec les Russes, eh bien, Witkoff n'a jamais réussi, en fait, à percer les vrais problèmes. En fait, de nouveau, l'administration Trump, elle essaye davantage d'imposer sa vue, d'imposer comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on vous fait une proposition, vous ne pouvez pas refuser, et donc, en fait, c'est plutôt une menace qu'autre chose. Mais on n'a jamais essayé d'accommoder réellement la chèvre et le chou. On essaye d'imposer une solution. Et c'est ce qu'on a eu en Chine, c'est ce qu'on a eu, avec la Chine d'une certaine manière aussi d'ailleurs, ce qui n'a pas marché d'ailleurs, parce que les négociations qu'il y a avec la Chine, c'est exactement ça. C'est pas une négociation où on essaye d'accommoder ou de marier les intérêts des uns et des autres, mais on essaye d'imposer la solution américaine. Et c'est ce qui s'est fait en Palestine, ou ce que les Américains ont essayé de faire en Palestine, et ce qu'ils ont essayé de faire en Russie, etc. Mais il est important de dire qu'à aucun moment, contrairement à ce que j'ai entendu, qui est totalement faux, Trump a essayé de faire une paix séparée avec la Russie ou a essayé de faire une paix séparée avec l'Iran ou fait une paix séparée avec les Palestiniens. C'est faux. L'administration Trump n'a jamais essayé de faire la paix, il a juste essayé de trouver une manière de se dégager du conflit, d'essayer de geler le conflit d'une certaine manière, et à aucun moment, il y a eu des tentatives, et notamment en ce qui concerne le cas de l'Ukraine, il n'y a jamais eu, pas même la tentative d'avoir une paix séparée avec l'Ukraine. Tout au plus, ce qu'ont essayé de faire les Américains, c'est de faire pression pour que le point de vue du général Keith Kellogg, qui était le conseiller de Trump pour l'Ukraine, il voulait geler le conflit avec certains accommodements que la Russie aurait pu accepter sur la base d'un gel du conflit. Et donc, tous les efforts des Américains sont portés sur cette solution qui était plus ou moins acceptable pour les Ukrainiens. C'est tout.
Mais il n'y a jamais eu l'idée de faire une paix séparée par-dessus la tête des Ukrainiens. Ça, c'est de la propagande qui a été évoquée en Europe, la propagande anti-Trump. Et je suis très surpris d'entendre d'ailleurs des gens qui seraient plutôt favorables à Trump revenir avec exactement ces mêmes éléments de propagande. Il n'y a jamais eu ça. Et de même, on a le même phénomène avec la Palestine et avec l'Iran, encore qu'avec l'Iran, la situation est un peu différente, puisque pour la Palestine et pour l'Ukraine, même si les Américains sont fortement impliqués, ça reste des conflits entre des tiers, Ukraine, Russie et Palestine, Israël. Et les États-Unis ont pu jouer d'une certaine manière un rôle de médiation, encore que le terme doit être ici vu avec beaucoup de prudence, puisque, comme je l'ai dit, les Américains sont impliqués dans le conflit en Ukraine et le terme de médiation est extrêmement un peu usurpé, mais les Américains ont essayé de l'utiliser dans la mesure où ils considéraient que c'était la guerre de Biden et ce sera la paix de Trump. Donc voilà un petit peu l'artifice intellectuel qui a été utilisé. Néanmoins, pour ces deux conflits, les Américains étaient un peu plus distants, alors que le conflit avec l'Iran, c'est un conflit qui est pratiquement directement, où les Américains sont directement impliqués. Mais là même, les Américains n'ont même pas essayé d'avoir une paix. Ils ont essayé de trouver un modus vivendi, ils ont essayé de revenir sur les accords, les accords globaux qui avaient été faits en 2015, le JCPOA, d'une certaine manière, et de réactualiser, si vous voulez, à la sauce américaine, puisque les Américains, quand bien même ils avaient fait partie de la première mouture du traité, enfin pas la première mouture, ils avaient fait partie du traité en 2015, ils sont retirés parce qu'ils ont considéré que les conditions n'étaient pas assez sévères pour les Iraniens. Donc on est avec des gens qui cherchent absolument pas à résoudre les problèmes, mais au contraire à imposer des contraintes supplémentaires à leurs adversaires. Alors, tout ça, c'est pour donner un peu le contexte du mandat du président Trump, qui n'est pas un pacifiste, qui n'a jamais travaillé pour la paix, qui a simplement essayé de se débarrasser des conflits qui existent, dans lesquels les États-Unis sont impliqués, afin de se consacrer davantage à la question de la Chine et à la, comment dire, à la... Voilà, alors, désolé, nous avons eu une petite coupure due à un petit incident chez moi, mais rien de grave, on continue. Alors, ce que je voulais revenir sur la question également de toutes des affaires qui se déroulent aux États-Unis, notamment l'affaire Epstein. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de cette affaire, ni entrer dans le côté salace de l'affaire d'ailleurs, qui ne m'intéresse pas beaucoup et et d'ailleurs dont je ne connais pas tous les détails parce que, comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais il est important de dire que aujourd'hui en Europe, et apparemment également dans les milieux qui aiment bien Monsieur Trump, on mélange tout et on en fait, comment dire, on essaye de placer ça dans un contexte qui est un peu faux. Alors, il faut savoir que Donald Trump, dans sa campagne présidentielle, avait annoncé qu'il rendrait public des dossiers qui avaient été plus ou moins mis à l'écart du public, pour employer des termes polis, comme l'affaire de l'assassinat du président Kennedy, l'affaire Epstein en particulier, puis d'autres dossiers qui étaient restés un peu confidentiels. Et donc, c'était une promesse de campagne de Donald Trump. Et c'est ce qu'il a fait. Évidemment que ces dossiers n'ont pas été tous publiés du jour au lendemain comme ça. Il y a eu une sorte de revue. Les documents ont été passés en revue. Et il y a un événement alors qui est important et qu'il faut comprendre pour comprendre toute cette affaire Epstein. L'affaire Epstein, telle qu'on la mentionne aujourd'hui dans nos médias, c'est avant tout
la maladresse, de nouveau, de l'équipe Trump. Et comme je l'ai dit, on a des gens qui ne sont pas des vrais politiciens d'une certaine manière. On n'a pas des vrais stratèges. Alors, il faut revenir peut-être sur ce qu'on a eu en 2021 et qui porte sur la liste des clients de Trump. Parce que finalement, c'était un peu ça la pièce centrale de ces documents, savoir qui était impliqué dans le scandale Epstein. Et le 21 février de cette année, vous avez Pam Bondi, qui est en quelque sorte la ministre de la Justice américaine, avait déclaré lors d'une interview avec Fox News que donc la journaliste lui demande qu'est-ce qu'il devient de la liste des clients d'Epstein et quand est-ce qu'elle serait rendue publique. Et Pam Bondi dit cette liste est sur mon bureau en ce moment pour que je la voie et c'est ce qu'avait dit ce qu'avait dit Donald Trump. Donc en réalité, elle dit qu'elle a la liste sur son bureau et qu'elle est en train de la passer en revue avant de la publier. Et ce qui s'est passé, c'est que en juillet de cette année, le directeur du FBI et son vice-directeur, donc le directeur c'est Kash Patel et le vice-directeur Dan Bongino, qui disent il n'y a pas de liste d'Epstein et il s'est bien suicidé comme on l'avait dit, etc. Alors, ça pose deux questions, enfin, il y a probablement des centaines de questions, mais il y en a deux principales qui sont posées par ça. D'abord, il faut savoir que Kash Patel et Dan Bongino, durant toute la campagne, alors qu'ils n'étaient pas encore en office, ils n'avaient pas été nommés par Donald Trump, je parle de ces 4 dernières années, eh bien, ces deux avaient été avaient été les égéries de la théorie du complot concernant Epstein, et puis que il y avait que le gouvernement de Biden avait essayé de cacher cette liste, qu'il y avait certainement des noms, etc., etc. Enfin bref, ils avaient été extrêmement vocaux concernant la publication de ces listes. Puis tout d'un coup, quand ils arrivent en office, ils disent il n'y a pas de liste, il n'y a rien du tout. Donc le 6 juillet, il y a eu cette déclaration et ce communiqué du FBI qui disait circuler, il n'y a rien à voir d'une certaine manière. Alors, non seulement ça choque parce que ces deux personnages étaient plutôt, auraient plutôt voulu de la publication de ces listes. Donc, il devait y avoir quelque chose de très important pour qu'il ne la publie pas, puisque cette liste existe, puisque la ministre de la Justice a dit qu'elle l'avait sur son bureau. Donc, c'est de là que vient l'affaire Epstein. Et cette affaire Epstein, elle n'est pas une réaction des démocrates aux publications du Russiagate, mais elle est tout simplement une mauvaise gestion des problèmes dans l'administration Trump qui a créé. Je ne sais pas si cette liste existe, je ne suis pas, comme j'ai dit, c'est une affaire qui ne m'intéresse pas. Est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce qu'elle n'existe pas? Je pense qu'il y a probablement des bons arguments d'un côté ou de l'autre pour dire qu'elle n'existe pas. On a par la suite essayé de montrer que probablement le nom de Trump se trouvait sur cette liste puisqu'il était un ami d'Epstein, etc. Je ne me prononce pas sur cette question. On a publié des lettres qu'il aurait écrites, etc. Alors, certainement qu'à partir de ce moment-là, les démocrates et tous ceux qui sont opposés à Donald Trump se sont saisis de l'affaire pour en faire quelque chose contre lui, ça c'est certain. Mais le mismanagement, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la mauvaise gestion de l'affaire, résulte en fait de l'administration de Trump au départ. Donc voilà, l'affaire Epstein, c'est en essence, c'est ce que je viens de vous expliquer.
Alors, on peut entrer dans sans doute plus de détails, etc. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est des affaires politiciennes comme on en a des dizaines un peu partout dans tous les pays. Qui a probablement plus d'importance dans la mesure où Epstein aurait pu être une sorte de super maître chanteur avec l'aide des services israéliens et de ce fait, qui aurait pu influencer la politique américaine à l'égard d'Israël, etc. C'est possible, je n'en sais rien et je pense que il faudra avoir davantage de détails pour pouvoir étayer cette théorie qui est pas totalement impossible d'ailleurs. Il y a beaucoup d'indications qui montrent que c'est une plausibilité, disons. Mais je ne veux pas entrer dans plus de détails. L'autre affaire qui s'est trouvée, qui a émergé, si vous voulez, on a dit, c'est Trump qui essaye d'étouffer l'affaire Epstein avec une autre affaire qui est l'affaire du Russiagate. Je ne pense pas que je pense que c'est une coïncidence et je ne pense pas que ce soit une manœuvre de l'équipe Trump en l'occurrence, mais de nouveau, ça c'est une opinion personnelle, je n'en sais rien. Toujours est-il que le 18 juillet, vous avez Tulsi Gabbard, qui est, comme vous le savez, la directrice du renseignement national, autrement dit, la personne qui coordonne l'action des 17 agences de renseignement américaines. Et cet Office of National Intelligence a produit un document sur l'affaire du Russiagate. Le Russiagate, c'était l'allégation qui avait été faite en 2017 que Trump avait une collusion en fait avec Vladimir Poutine pour son élection et que l'élection de Donald Trump n'était donc de ce fait pas légitime et aurait dû être invalidée. Voilà. Et par conséquent, on a à partir de là on a allégué que les Russes avaient fait influencer les élections par des cyberattaques, avaient soudoyé des gens. Enfin bref, c'est une affaire extrêmement complexe qui va très très loin. Qui a comme un des éléments centraux de cette allégation a été ce qu'on appelait le dossier Steele, de Christopher Steele, qui est un ancien agent des services secrets britanniques, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a été engagé par le Parti démocrate américain pour constituer un dossier qui implique Donald Trump dans différentes affaires plus ou moins salaces et des affaires, des affaires de mœurs en particulier, mais qui devait montrer la collusion entre le gouvernement russe et Vladimir Poutine en particulier et lui-même. Et tout l'objectif de cette campagne d'ingérence russe dans l'élection américaine avait pour objectif d'invalider ou de soutenir l'idée d'une procédure de destitution de Trump. Voilà, c'était ça le fond. Donc en réalité, toute ce Russiagate, et pour ceux qui veulent, d'ailleurs il y a eu plusieurs documents qui ont été publiés depuis le 18 juillet par Tulsi Gabbard, donc il y a le document lui-même avec des comptes rendus des commissions d'enquête qui avaient fait en 2020 d'ailleurs, qui avaient constaté qu'il y avait pas de Russiagate en réalité. Et puis, il y a tout récemment une note de la CIA qui confirme qu'il n'y avait pas eu de Russiagate. Et pour ceux qui voudraient connaître le détail de ces... pardon, excusez-moi, là, j'ai parlé sans présenter les documents. Donc, c'est les documents qui ont été présentés par Tulsi Gabbard en juillet. Et puis, la note d'évaluation de la CIA qui confirme qu'il n'y a pas eu de Russiagate. Et je vous rappelle que même en 2017, la CIA, c'est-à-dire l'administration, de nouveau, si vous voulez, le deep state de la CIA,
avait contredit les affirmations du directeur de la CIA, en réalité. Alors, tout ça se trouve dans mon livre Gouverné par les fake news que j'ai publié en août 2020. Donc, si vous voulez savoir ce que dit le rapport de Tulsi Gabbard d'aujourd'hui, vous prenez mon livre pour ceux qui l'ont, Gouverné par les fake news, et j'ai fait un chapitre spécial et très détaillé sur la question du Russiagate à l'époque et qui montre qu'effectivement, on a fabriqué complètement cette affaire. Et que c'était en réalité, c'est là où ça devient ça devient grave en réalité, c'est que on a fait de ce Russiagate comment dire, on a essayé d'en faire un coup d'État en réalité. C'est une manière de faire un coup d'État sans violence d'une certaine manière, en créant l'illusion que le président était illégitime. Et ça figure déjà dans mon livre Gouverné par les fake news. C'est la raison pour laquelle vous avez des gens comme des journalistes comme Antoine Asdet, etc., qui m'ont traité de conspirationniste. Mais au rythme où les théories de la conspiration sont dévoilées aujourd'hui, il n'y en aura bientôt plus du tout, puisque on voit que toutes ces théories de la conspiration s'avèrent des réalités. Mais on avait déjà à l'époque, dans les années 2017, 2018, etc., on avait tous les éléments qui montraient que c'était une falsification. Ce qui d'ailleurs montre et c'est d'ailleurs une des conclusions des conclusions qu'on a dans le monde politique américain, c'est le rôle des médias dans cette affaire. Parce que tous les éléments qu'on avait à l'époque montraient que c'était une fabrication complète. Or, les médias ont joué le jeu de la conspiration, en réalité, sans faire réellement d'analyse journalistique et en fait pour accréditer cette conspiration, parce qu'il s'agissait bien d'une conspiration à ce stade, et c'est la raison pour laquelle Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, a transmis le dossier au département de la justice afin que le département de la justice voit s'il y a matière à inculpation du président Obama, qui a été l'instigateur de toute cette opération. Et on a évidemment de nombreux acteurs qui sont là-dedans. Quand j'ai dit sans violence, c'est peut-être pas totalement, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des questions dont on a très peu parlé en Europe, mais qui avaient à l'époque défrayé la chronique aux États-Unis, notamment l'affaire de Seth Rich. Seth, donc le nom S-E-T-H, Rich, c'est quelqu'un qui travaillait dans la campagne d'Hillary Clinton et qui avait transmis des documents à WikiLeaks. Enfin, on suppose que c'est lui, parce que Assange n'a jamais voulu dévoiler l'identité réelle de celui qui avait fourni les documents, mais tout porte à croire que c'est Seth Rich, cet employé de la campagne présidentielle de Clinton, qui avait fourni les documents démontrant qu'il n'y avait pas de conspiration de la part de la Russie, mais qu'au contraire, il y avait une fabrication complète du dossier contre Donald Trump. Et ce qui s'est passé, c'est que Seth Rich a été assassiné en pleine rue sans qu'on lui vole quoi que ce soit, ni son portefeuille, ni sa carte d'identité, etc. Il a été abattu dans une rue déserte de Washington, une rue obscure, et puis on n'a jamais retrouvé personne. Et l'affaire s'est terminée là. Et donc là, donc le Russiagate a des implications qui vont très loin dans le domaine politique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puisque ça pourrait indiquer finalement un dysfonctionnement, et un vrai dysfonctionnement, pas comme le 7 janvier 2020 ou 2021, lorsqu'il y a eu les événements du Capitole, où là, on a affaire à une manifestation assez maladroite de gens, mais on n'est pas dans une prise de pouvoir a priori. J'entendais certainement dans des gens qui enfreignent la loi
la loi américaine, mais on n'est certainement pas dans quelque chose de très sophistiqué. Alors que dans l'affaire du Russiagate, on est dans une histoire à la fois de manipulation de l'opinion et une affaire de, comment dire, un coup d'État en réalité qui était préparé. Donc on a une vraie conspiration qui s'est faite là, qui s'est montée au fil des mois et des années, qui a impliqué des dizaines, si ce n'est pas des centaines de personnes, et qui avait pour but d'arriver à la destitution de Donald Trump. Donc là, on est sur une affaire qui est extrêmement grave sur le plan du fonctionnement de la démocratie. L'affaire Epstein que j'ai évoquée tout à l'heure est une affaire qui est essentiellement morale, qui sans doute peut-être affecte le fonctionnement ou l'intégrité d'un certain nombre de politiciens. Ça, c'est tout à fait probable. Mais l'affaire Russiagate est en fait beaucoup plus grave ce point de vue institutionnel aux États-Unis parce qu'elle met en cause les fonctionnements même de l'État où un ancien président finalement manipule une campagne pour la destitution d'un président qui a été normalement élu. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, la question n'est pas là, c'est vraiment un dysfonctionnement de l'État. Donc voilà, ça c'était ces deux éléments qu'il fallait dire. Donc on n'est pas sur des affaires qui sont juste, qui sortent du chapeau comme ça, on est sur deux affaires qui sont importantes du point de vue du fonctionnement des institutions, deux affaires qui ont de nature différente, mais qui résultent en fait de l'affaire Epstein d'une mauvaise gestion de la part de l'équipe Trump. L'affaire du Russiagate, eh bien, on est dans des révélations que tout le monde savait déjà, plus ou moins, mais qui ont été officialisées, si vous voulez, et qui aboutiront peut-être à des mises en accusation juridiques. Donc, on est sur la phase juridique d'une affaire qui était déjà connue, puisque, comme je l'ai dit, gouverné par les fake news, vous avez à peu près tous les éléments du dossier qui ont été qui ont été rendus publics il y a quelques jours par Tulsi Gabbard. Eh bien, vous avez déjà tout dans mon livre Gouverné par les fake news, qui a été publié 5 ans avant. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire sur ces choses-là et sur la manière qu'on a en France notamment de voir la politique et d'ajuster un petit peu la politique en fonction de sa propre perception. Quand on fait de la géopolitique, on ne doit pas imposer son propre point de vue, si vous voulez. On peut avoir un regard évidemment différent sur les choses, la question n'est pas là, mais c'est qu'on doit partir des faits. Et c'est le problème qu'il y a en France en particulier, beaucoup plus qu'aux États-Unis d'ailleurs. Les gens vous présentent leur opinion, ils y ajoutent quelques faits pour donner l'apparence de faits, d'analyse factuelle. Mais en réalité, c'est leur opinion agrémentée ou pimentée par des faits. L'analyse géopolitique, elle procède exactement de l'inverse. On part des faits et on essaye d'avoir un regard sur les faits. Ce n'est pas un regard agrémenté des faits, c'est les faits agrémentés d'un regard. Ça, c'est la géopolitique. Et c'est pour ça qu'on arrive en France à souvent des conclusions qui peuvent se rapprocher, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement fausses en substance. Mais à partir du moment où on part d'une opinion et qu'on ne part pas des faits, on n'arrive pas à une vraie solution des problèmes. Et c'est typiquement le cas avec la guerre en Ukraine, par exemple. Oui, bien sûr, l'OTAN est une des causes profondes de ce qui s'est passé en Ukraine. Mais, je le répète, ça n'est pas la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine. Donc, oui, ça fait partie des éléments qui permettront d'arriver à la solution, mais ça n'est pas l'élément central. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et je le rappelle que la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine, pour reprendre cet exemple, c'est la protection de la population. Et c'est la raison juridique, tout l'édifice juridique qui a été étudié par les Russes avant d'intervenir, puisque auparavant ils n'avaient jamais voulu intervenir en Ukraine. Cet édifice juridique est construit autour de la responsabilité de protéger. Et c'est ce qui donne la légalité
qu'on le veuille ou non, et la légitimité de leur intervention. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce qu'il fallait frapper aussi fort, etc. Ça, c'est des questions qui peuvent être débattues. Mais la question de fond, c'est la manière dont ils ont justifié cette intervention, et cette intervention, elle est justifiée et justifiable du point de vue légal et la légitimité. Dès lors que vous ne pouvez pas intervenir, et c'est la raison pour laquelle les Russes ne sont pas intervenus à cause de la question de l'OTAN, parce que, et d'ailleurs ça a été, c'est ceux qui parlent, qui disent que la cause de l'intervention russe c'est l'OTAN, eh bien, ils délégitimisent en réalité l'intervention russe, et ils ont exactement le même point de vue que ceux qui disent que, il y en a qui disent c'est pour prendre du territoire, etc., parce qu'on essaye d'éviter le domaine ou la justification de la population. Et donc, c'est là où l'analyse doit être factuelle, parce que la justification, les Russes sont extrêmement légalistes, ils ne seraient pas intervenus si c'était uniquement un problème d'extension de l'OTAN. L'extension de l'OTAN ne donne aucun droit à personne d'intervenir. Il n'y avait aucune raison légale ou légitime pour intervenir si l'OTAN s'agrandit, en réalité. Mais les Russes sont parfaitement au courant de ça. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont intervenus. Il y a eu d'autres raisons, et ça a été la mauvaise gestion des Occidentaux par rapport à la population russe de l'Ukraine qui a fait que les Russes, alors peut-être ont utilisé ça comme prétexte, ça c'est possible, mais c'est la raison. Et cette raison-là, elle est absolument indéniable. Donc, c'est là où l'analyse politique est importante, parce que quand on vient après pour résoudre le problème, eh bien, il faut reprendre le problème à travers ses causes réelles et des causes sous-jacentes qui sont très profondes de l'appartenance viendra dans la résolution, et d'ailleurs la Russie l'a évoqué, mais la principale raison, c'est, et la première qui a été invoquée par Vladimir Poutine, c'est la question de la population. Et si vous regardez la manière dont Vladimir Poutine a présenté la question lors des pardon, je reviens, voilà, je vais vous prendre ici ce que Vladimir Poutine a dit en 2024 lors de sa réunion avec des officiels du ministère des Affaires étrangères. Il a parlé de deux choses. La première, aussitôt que Kiev se déclarera prêt à se retirer des régions, des 4 régions dont on parle toujours, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, eh bien, on a ce qu'on appelle, et c'est l'idée de la dénazification dans pour les Russes, c'est d'extraire la population russe de la loi ukrainienne qui est inégale, puisque la loi ukrainienne fait une différence entre les Russes ethniques et les Ukrainiens ethniques, et ne donne pas les mêmes droits aux Russes ethniques qu'à l'ensemble de la population. C'est la loi du 1er juillet 2021, et cette loi qui a été assimilée à l'époque, ou qu'on a comparée avec les lois de Nuremberg, adoptées en 1935 par le gouvernement allemand pour distinguer la population allemande de la population juive allemande, eh bien, on a le même principe ici, c'est-à-dire une loi qui distingue les gens en fonction de ce qu'ils sont et non pas en fonction de ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle les 4 régions que j'ai évoquées tout à l'heure, ces 4 régions, les Russes veulent les retirer. C'est le principe de dénazification. Et le principe de démilitarisation, qui avait été également évoqué par Vladimir Poutine, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu l'abandon du projet d'adhésion à l'OTAN. Et donc, quand vous regardez, vous analysez le texte, vous voyez que les Russes ne sont pas
opposer un cessez-le-feu, mais il y a deux conditions initiales qui ont été posées par Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, que quand on revient à la question de Trump et de sa politique de paix, on s'aperçoit qu'à aucun moment Trump est venu sur ces points-là. On essaye toujours d'imposer la vision de Trump. Donc, on est exactement dans cette situation où Trump arrive avec une solution. Il dit, voilà, vous prenez cette solution et si vous n'adoptez pas cette solution, on vous appliquera des sanctions. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours avec la mise en demeure, d'une certaine manière, de la Russie, avec un délai d'abord de 50 jours qui, avant-hier, a été ramené à 10 à 12 jours. Alors, on va revenir sur ces questions-là. Je veux aborder, avant de venir sur cette question, la question de la politique de Trump à l'égard de l'Ukraine. Comme je l'ai dit, Trump ne cherche pas à faire la paix, il cherche simplement à externaliser le conflit. Et c'est pas moi qui le dis, il faut revenir sur ce que le ministre de la Défense, nouveau ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a dit en février de cette année. Et là, vous avez la transcription donnée par le ministère de la Défense, département de la Défense américain. Et il est très clairement dit par Pete Hegseth, les États-Unis priorisent ou mettent en priorité la dissuasion pour la guerre avec la Chine dans le Pacifique. Et plus bas, il dit ensemble, et il s'adresse aux Européens, je vous rappelle que c'est le discours qu'il a fait ce qu'on appelle le groupe de Rammstein à l'époque, c'est le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine en Europe, en Allemagne, et il a dit ensemble, nous pouvons établir une division du travail, une répartition du travail, répartition des tâches qui maximise nos avantages comparatifs en Europe et dans le Pacifique. Et c'est exactement la politique américaine. Ils ne cherchent pas à faire la paix en Ukraine, ils cherchent simplement à externaliser le conflit ukrainien ou l'implication américaine en Ukraine et à déléguer, si vous voulez, une partie des tâches que les Américains faisaient sous Biden, eh bien, à les faire, à les déléguer aux Européens. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Américains n'ont pas arrêté de fournir des armes. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ces armes sont payées par les Européens parce que les Américains continuent à fournir les armes et les font payer par les Européens pour des raisons tout simplement de comptables, d'une certaine manière. C'est pour pas avoir eux à payer ça. C'est aussi simple que ça. Mais ce sont toujours les Américains qui fournissent les armes. Si vraiment il avait voulu arrêter le conflit, il aurait fermé le robinet, puisque les Européens ne sont pas capables de fournir des armes à l'Ukraine, et en tout cas pas les armes dont elle aurait besoin pour combattre. Eh bien, les Américains détenaient en fait de facto le robinet pour avoir la paix. Et l'idée de Trump que la guerre était celle de Biden et la paix eh bien, était la sienne, eh bien, il n'a même pas réussi à le faire. Et il a, il a continué en réalité à livrer des armes. Et ça, c'est tout à fait juste. Alors oui, c'est pas nécessairement pas eux qui payent directement, mais d'ailleurs, il y a des rapports qui indiquent que les Américains continuent à utiliser et vont utiliser le Presidential Drawdown Authority, le PDA. Vous avez 3 mécanismes pour alimenter l'aide en Ukraine. Vous avez un mécanisme qui a été créé, qui est contrôlé par le Congrès américain, qui s'appelle l'USAI. C'est Ukraine Support
Support and Aid Initiative ou quelque chose comme ça. Maintenant, je peux me tromper. Mais en gros, c'est ce mécanisme qui a été mis en place par le Congrès américain. C'est là qu'on a les votes du Congrès des 60 milliards au début de cette année, etc. pour les pour l'Ukraine, c'était l'année passée, pardon, c'est 60 milliards, c'est le Congrès qui vote dans le cadre de l'USAID. Le deuxième mécanisme, c'est le Foreign Military Sales, qui est le mécanisme traditionnel qu'ont les Américains pour fournir des armes à des pays. Et ça, c'est des pays comme la Suisse, par exemple, peuvent acheter des armes en relation ou sous l'égide de ce Foreign Military Sale, le FMS, qui est un programme d'aide militaire. C'est pas une aide militaire au sens où c'est les États-Unis qui fournissent gratuitement cette aide, mais c'est un mécanisme qui facilite la vente d'armes à des pays alliés, si vous voulez. La Suisse, l'Allemagne, les pays de l'OTAN, reçoivent des armes en fonction de ce Foreign Military Sales. Et puis, vous avez un troisième mécanisme qui existe, qui a été très largement utilisé par Biden, qui n'a pas encore été utilisé par Trump, mais qu'il a annoncé, puisqu'il a annoncé qu'il allait fournir des armes, et les armes fournies seront payées, certes, par les Européens, mais ces armes sont tirées des stocks américains, des stocks de l'armée américaine, et c'est le PDA, le Presidential Drawdown Authority, qui autorise le président, en tant que chef suprême des forces armées américaines, à prélever sur les stocks américains en cas d'urgence pour aider un allié ou un pays quelconque comme l'Ukraine, etc. Et ce PDA, c'est en fait, oui, comme j'ai dit, c'est un prélèvement sur les stocks existants. Et c'est ce que les États-Unis s'apprêtent à faire. Donc oui, les États-Unis continuent à fournir des armes à l'Ukraine, comme ils ont continué à fournir des armes à Israël malgré les dénonciations et les accusations de génocide plausible contre la population civile de Gaza, etc., etc. Donc, Trump n'est de loin pas un pacifiste. Il a essayé tout simplement, il utilise les éléments qu'il a pour pouvoir faire pression sur les gens et continuer à finalement faire le projet ce qu'on appelle les néoconservateurs. Mais moi, de nouveau, il y a des néoconservateurs qui sont peut-être plus radicaux que d'autres. Il fait peut-être partie des néoconservateurs qui sont un peu moins radicaux que d'autres. Néanmoins, on est toujours dans la même dynamique de la continuité, en réalité, de la politique américaine. Et je vous rappelle, pour illustrer d'ailleurs mon propos, que la politique américaine, elle n'est pas nouvelle. Déjà, comment Joe Biden l'avait exprimé, j'essaie de retrouver ici le texte, voilà, c'est ici, elle est illustrée très bien ici, et c'est ça, le reste du monde se rapproche de nous et se rapproche vite. Nous ne pouvons pas permettre que ça continue. Voilà, et quand on parle du reste du monde, on parle essentiellement de la Chine, qui est le principal compétiteur des États-Unis, et les États-Unis continuent à chercher à garder leur position hégémonique. Et les déclarations selon lesquelles les Américains auraient reconnu la multipolarité, essayeraient de faire un ménage à trois avec la Chine et la Russie, tout ça sont des balivernes. Les Américains ont compris qu'il y avait d'autres acteurs, l'unipolarité, et d'ailleurs dans l'interview qu'avait faite Marco Rubio avec Megyn Kelly de CBN, si ma mémoire est bonne, CBN News, au début de l'année,
il avait dit l'unipolarité, c'est le résultat, de nouveau, l'unipolarité, multipolarité, c'est le résultat, c'est un état de fait, c'est pas une politique, la multipolarité, ni l'unipolarité. C'est un état de fait, c'est exactement ce que dit d'ailleurs Marco Rubio, il dit, voilà, on a été poussé dans cette unipolarité qui n'est pas naturelle, parce qu'il n'est pas naturel qu'un pays prédomine les autres, si vous voulez, qu'il soit le seul finalement garant de la sécurité internationale ou je sais pas quoi, qui soit l'unique point de référence. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Mais le fait qu'il y ait plusieurs signifie pas que les Américains n'ont pas de vision hégémonique. Et là, ce que reconnaît Marco Rubio dans cette interview, c'est qu'il y a aujourd'hui une multipolarité qui se développe et qu'il y a aujourd'hui d'autres compétiteurs pour gérer cette multipolarité, si vous voulez. Et qu'au lieu de ne plus avoir, dans la multipolarité, les États-Unis n'avaient pas d'adversaire, ou du moins pas d'adversaire à leur taille, alors que dans la multipolarité, et avec notamment l'importance de la Chine et de la Russie aujourd'hui, eh bien, il y a 3 superpuissances qui sont en compétition l'une par rapport à l'autre, et que les Américains, eh bien, au lieu d'être les seuls et de ne pas avoir à combattre des pairs, eh bien, aujourd'hui se trouvent à combattre des puissances qui peuvent revendiquer une position plus importante que la leur. Mais le fond de l'idée est toujours le même, c'est toujours conserver l'hégémonie américaine, et c'est pas pour rien qu'on a toutes ces discussions sur les droits de douane, etc., et d'imposer des points de vue. Et quand vous avez, par exemple, les Américains qui essayent d'infléchir la politique du Brésil à l'égard puisque le Brésil voulait mettre en accusation l'ancien président Bolsonaro, pour tentative de coup d'État, etc. Enfin, de nouveau, c'est des affaires que je ne juge pas, qui sont internes au Brésil. Et il y avait la mise en accusation, il y a une enquête qui a été diligentée contre Bolsonaro et puis une mise en accusation. Et les Américains, pas Vladimir Poutine, non, justement pas, Donald Trump, pour essayer de dégager son ancien ami Bolsonaro, a imposé des droits de douane et des sanctions sur le Brésil pour qu'il interrompe sa procédure pénale contre Bolsonaro. Donc on a une ingérence directe des États-Unis dans la politique intérieure des pays comme le Brésil en fait c'est une ingérence directe d'un pays dans un autre. Et les sanctions d'une manière générale sont une manière d'imposer une politique à un pays. Donc, c'est une manière de s'ingérer dans la politique étrangère ou intérieure des pays. Et c'est ce qu'on a avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, etc., etc. Et toute cette politique de sanctions et de droits de douane fait partie, en réalité, de cette constante recherche des Américains à atteindre une hégémonie internationale. Alors, de nouveau, ça ne se fait pas par le biais de mesures guerrières qui d'ailleurs n'ont prouvé aucune efficacité. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde commence à réaliser que toutes les guerres qu'on a faites ont créé plus de problèmes qu'elles n'ont apporté de solutions, et qu'aujourd'hui, eh bien, probablement, les éléments comme les sanctions, les droits de douane, etc., se révèlent peut-être plus porteurs de succès, en tout cas du point de vue américain. Voilà où on en est. Donc ça me semble assez important de le rappeler. Alors, quand on a, maintenant j'ai parlé de cette pression des Américains sur les Russes pour avoir un accord de paix ou un accord tout simplement avec les Ukrainiens, notamment un accord de cessez-le-feu. Alors là aussi, vous voyez qu'au lieu d'aborder le problème en essayant de comprendre ce que veulent les Russes, essayer d'amener la position russe plus proche de la position ukrainienne, ce qui est l'objet d'une négociation. Hein. Vous partez chacun de positions qui sont très distinctes, et puis au fil des négociations, vous approchez
peu à peu pour avoir une position commune. Et on dit souvent qu'un bon accord, c'est un accord où personne n'est satisfait, aucun des participants n'est vraiment satisfait, parce que c'est un accord où chacun a dû céder du terrain d'une certaine manière. Et c'est ça qui doit amener une négociation. C'est pas simplement arriver dans une salle un jour, poser un papier sur la table et dire maintenant vous prenez et on arrête là. C'est pas du tout ça. Et la perspective russe de la négociation, et d'ailleurs ils l'ont expliqué, ils ont donné à cet égard un mémorandum qui permet d'avoir une négociation qui, comme je l'ai montré tout à l'heure, n'est pas opposée à des cessez-le-feu, mais dans le cadre d'une négociation, pas un cessez-le-feu qui simplement suspend les actions militaires, mais ne conduit à rien du tout. Et au lieu de comprendre cette position et de travailler avec la réalité, eh bien, Trump essaye tout simplement d'imposer sa solution, qui est la solution de son conseiller Keith Kellogg, et qui est grosso modo la solution qui est plus ou moins aujourd'hui, à défaut d'autre chose, privilégiée par les Européens et peut-être qui est, disons, que les Ukrainiens sont forcés d'accepter, disons ça comme ça. Mais ça n'est toujours pas la solution des Russes. Or, comme les Russes gagnent sur le champ de bataille, la logique voudrait qu'on tienne compte quand même de leur point de vue, même si on les amène à négocier, même si eux sont amenés à négocier pour se rapprocher de la position ukrainienne. Donc voilà. Mais ça, on ne sait pas du tout ce qu'on a fait. Donc, l'idée de Trump de mettre un délai de 50 jours pour qu'on arrive à une solution, sans quoi il y aurait d'autres mesures qui viendraient, et puis de raccourcir ce délai à 10 jours, 10 ou 12 jours, comme l'a dit Trump, eh bien, ça montre tout simplement que Trump de nouveau, il n'est pas en mesure de négocier. Et ça, en fait, le raccourcissement du délai auquel on a assisté ces derniers jours, qu'il a annoncé récemment, montre que il n'est pas en mesure de négocier. Et alors, il faut comprendre pourquoi il a réduit ce délai de 50 à 10 jours. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez des gens qui sont encore plus néoconservateurs que lui, et c'est le cas de Lindsey Graham, Richard Blumenthal et d'autres, qui ont réussi à avoir au Sénat une part importante des sénateurs qui seraient en faveur de l'application de sanctions et de droits de douane beaucoup plus sévères pour isoler la Russie. Puisqu'on n'arrive pas à avoir un levier direct sur la Russie, on essaye d'avoir un levier sur ses clients, en quelque sorte. Et c'est l'idée de ces droits de douane de 50% pour tous ceux qui voudraient acheter du pétrole ou des produits russes. Et l'idée de Lindsey Graham et de Blumenthal, c'est de faire voter ces sanctions par le Congrès américain. Et c'est là qu'est le problème. C'est pas tellement les 500%, est-ce que c'est applicable ou pas, on pourra discuter, je pense que c'est se tirer un peu une balle dans le pied, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est avec des gouvernements qui sont si irrationnels que se tirer une balle dans le pied n'est peut-être même pas une justification. Quoi qu'il en soit, c'est pas le problème ici. Le problème est que si le Congrès accepte cette loi, Trump ne peut plus la modifier. Jusqu'à maintenant, la stratégie si on peut appeler ça stratégie, si les tactiques, la somme de tactiques utilisées par Trump, devrait-on dire, est d'appliquer des droits de douane au coup par coup, et puis alors on les ajoute, on soustrait, on en met plus, on en met moins, tout ça en fonction de ce qu'on cherche à atteindre. Et c'est ce qui montre d'ailleurs cette stratégie un peu erratique où on applique, on dit on vous donne tant de jours. Il y avait ces délais des 90 jours qui avaient été donnés pour l'application de ces droits de douane à l'Union européenne, à tous les pays. Et puis il y avait un certain nombre de pays qui devaient faire des deals avec les Américains pour éviter ces droits de douane. Bref.
Et vous voyez que c'est Trump qui est à la manœuvre là, et c'est lui qui décide s'il met ses droits de douane, s'il les enlève, et puis comme on a vu avec l'Union européenne, on y reviendra, c'est lui qui est un peu le maître des horloges, si vous voulez. Si Lindsey Graham et Richard Blumenthal parviennent à faire accepter par le Congrès ces sanctions, alors Trump n'a plus rien à dire. Il n'a plus de marge de manœuvre. Il ne peut plus retirer, diminuer, augmenter les droits de douane. Ces droits de douane lui sont imposés par le Congrès. Et c'est ce que cherche à éviter Donald Trump. C'est la raison pour laquelle il fait tout pour éviter que ces néoconservateurs radicaux mettent leur menace à exécution et fassent voter la loi par le Congrès. Et c'est la raison pour laquelle vous avez de la part de Trump cette espèce de fuite en avant d'une certaine manière qui consiste à négocier, à imposer des droits de douane, à montrer qu'il a du succès, etc., etc. Et il faut savoir que avec la Chine, parce que ces droits de douane, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne pénalisent pas, ils pénalisent indirectement la Russie. D'ailleurs, on parle de plus ou moins de sanctions secondaires. Ils pénalisent des clients de la Russie. Et parmi les principaux clients en matière de produits pétroliers, c'est la Chine et l'Inde. Et ces pays-là n'ont aucune intention de se détacher de la Russie, parce que c'est des gros consommateurs d'énergie, et la Russie leur fournit une énergie qui est pas chère, et par conséquent, ces pays ont besoin de cette énergie pas chère, sans quoi ça leur pose des problèmes, les mêmes problèmes qu'on a d'ailleurs aujourd'hui en Europe, puisque on n'a plus d'énergie pas chère venant de Russie, si vous voulez. Et c'est le même problème auquel font face l'Inde et la Chine. Et c'est pour ça que ces deux pays résistent à ça. Et donc, vous avez ces droits de douane qui sont en attente d'être imposés à la Chine et l'Inde. Mais parallèlement, vous avez d'autres problèmes qui se posent, parce que avec les pressions que Donald Trump a exercées sur la Chine, et qui comprend d'ailleurs qu'elle est la prochaine sur la liste après la Russie pour être isolée et puis attaquée de façon à ce que son économie, alors elle, soit attaquée, eh bien, la Chine a déjà pris des mesures de rétorsion, notamment des limitations des terres rares pour les entreprises d'armement américaines. Il y a des limitations générales, mais il y a aussi des limitations pour les industries de l'armement. Et actuellement, vous avez des négociations qui sont en cours à Stockholm entre Américains et Chinois pour justement régler ce problème-là. Le problème étant que les terres rares, comme j'ai démontré dans une émission précédente, les terres rares sont essentielles pour la construction de matériel stratégique, le F-35 par exemple, le chasseur, et des missiles comme le Patriot. Rien que dans le F-35, vous avez 400 kilos de terres rares qui sont impliqués. Donc, les missiles Patriot, les missiles Arrow pour Israël, etc., tous ces produits que les États-Unis ne parviennent pas à fabriquer, ou très difficilement, eh bien, dépendent de terres rares. Et par conséquent, la décision de la Chine de bloquer ces terres devient d'une importance stratégique. Et c'est pour ça que vous avez des négociations qui se déroulent actuellement avec la Chine. Et les Américains essayent de mettre un maximum de pression sur la Chine. Mais les Américains veulent que cette pression, qu'il y ait suffisamment de pression pour que la Chine cède, en l'occurrence, si on parle de la Chine, mais pas dans une situation où s'il y avait trop de pression, eh bien, la Chine se cabre et puis tout est terminé. Et le délai pour les négociations qui sont faites avec la Chine et les différents deals qui devraient être faits avec les pays qui sont susceptibles d'avoir des droits de douane fixés par Trump, eh bien, ce délai est au 12 août, dans 12 jours. Et ça vous explique pourquoi Donald Trump a décidé de ramener le délai
de 50 jours à 12 jours, et c'est une manière, si vous voulez, d'essayer de prendre le contrôle sur cette question des droits de douane avant qu'on se trouve avec la grosse artillerie qui soit tirée par le Congrès avec l'initiative de ces droits de douane à 500% de Lindsey Graham et Richard Blumenthal. Donc voilà pourquoi on a ça. Donc on est dans un système où c'est un jeu de pression, si vous voulez, qui fait que Donald Trump essaye d'ajuster son fusil. Alors, je vais venir rapidement également sur la question de l'accord passé entre les États-Unis et l'Union européenne, où on a annoncé que l'Union européenne allait acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie dans les 3 prochaines années aux États-Unis, que l'Union européenne allait faire environ 600 milliards d'investissements aux États-Unis, que les droits de douane qui étaient prévus, que Trump avait fait miroiter à 30% sur les produits européens devant être importés aux États-Unis. Et ces droits de douane alors Ursula von der Leyen a avec succès négocié une réduction à 15%, mais n'impose pas de droits de douane de son côté, ou apparemment en tout cas, n'impose pas de droits de douane pour les produits américains importés en Europe. Alors bon, quand on voit ce résultat, il apparaît extrêmement disproportionné et il apparaît extrêmement en défaveur de l'Union européenne. Et effectivement, quand on le voit comme ça, il est disproportionné. Mais quand on regarde plus en détail, il faut voir que c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Tout d'abord, ce que dit Trump, c'est une chose, la réalité est souvent une autre. Et il y a un autre deal, entre guillemets, qui a été fait avec le Japon ces derniers jours, où Donald Trump a négocié avec le Premier ministre japonais aussi d'un deal qui est à peu près semblable à celui qui a été fait avec l'Europe, qui a beaucoup de similarités en tout cas. Mais le compte-rendu qu'en a fait Donald Trump est totalement différent du compte-rendu qu'en ont fait les Japonais. Quand Donald Trump a montré le grand succès qu'il avait eu avec son deal, etc., les investissements qui allaient être faits aux États-Unis, les Japonais ont dit non, mais c'est pas du tout ce qu'on a dit. Et il apparaît qu'on a le même phénomène qui se passe avec l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, critiquent Ursula von der Leyen, ce qui est de bon ton, parce que elle est tellement sotte que il serait peu surprenant qu'elle se soit fait avoir sur toute la ligne. Et d'une certaine manière, elle s'est un peu fait avoir. Mais pas totalement. C'est pas qu'elle s'est pas fait avoir, mais c'est qu'il y a des mécanismes qui vont empêcher, si vous voulez, la résolution de ce deal tel que le présentent les États-Unis. Tout d'abord, il faut savoir que ce qui a été discuté là, c'est un peu des discussions de salon en quelque sorte. Parce que le diable se cache dans les détails et quand on parle de milliards ici, de milliards là, tout ça c'est très facile quand on est face aux journalistes et tout ça. La réalité, c'est que des mécanismes, des traités de cette nature-là et de cette importance-là, tant en matière de chiffres qu'en matière de politique, industrielle, etc., eh bien, ça passe par toute une série de processus. Et tout d'abord, si vous voulez, on a un peu les têtes de chapitre qui nous ont été données par Donald Trump, mais il faudra négocier ça dans le détail. Et ça, c'est le travail maintenant des experts de négocier tout ça. Donc, il est fort probable qu'on n'arrive pas, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs qui ont, je vais essayer de trouver ici encore, beaucoup d'observateurs qui ont dit que on est dans une situation où décidément, il faut que, excusez-moi,
Je cherche mes documents. Voilà, c'est là. Pardon. Alors effectivement, quand on voit au premier abord, comme le dit le Financial Times, Ursula von der Leyen s'est un peu fait avoir par le rouleau compresseur américain, mais quand on va un peu plus loin, bien sûr, on a l'impression que la Suisse aussi d'ailleurs, mais que l'Europe a démontré son état de vassal, et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais en réalité, quand on regarde la réalité, on s'aperçoit que toute cette négociation a été très mal gérée de la part des Européens. Tout d'abord, quand on parle de déséquilibre, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Ursula von der Leyen dans la conférence de presse qui a suivi la négociation, elle a dit il y a un déséquilibre dans le commerce entre les États-Unis et l'Europe. Alors effectivement, quand on regarde ici, vous avez la balance du commerce des biens. Et vous remarquez ici, effectivement, que vous avez un avantage européen. Ici, la balance commerciale de l'Europe est favorable dès lors qu'on considère le commerce des biens. Mais quand vous regardez les services, vous apercevez que c'est l'inverse. Et Donald Trump, il dit toujours vous nous vendez plus de voitures que nous on vous en vend. Oui, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a d'autres services que les États-Unis nous vendent et que nous, on n'est pas capable de leur vendre. Et quand vous regardez la balance des services, vous apercevez que l'Europe est déficitaire. Donc, en réalité, ces négociations, c'est des négociations qui sont basées uniquement sur la vision de Trump, mais qui n'ont aucune réalité dans l'économie. Dans l'économie, on a un rapport qui est relativement équilibré. Il reste quand même un peu en faveur de l'Europe, mais de manière beaucoup moins significative, si vous voulez, et qui surtout, cette balance ne justifie pas qu'il y ait qu'on accepte, par exemple, des droits de douane plus élevés. En fait, l'idée, beaucoup d'experts auraient dit, il n'y a aucune raison pour que on considère que l'Europe achète plus que les États-Unis et qu'on devrait avoir des droits de douane 0,0 des deux côtés. Il n'y a aucune raison pour que les Américains en imposent d'autres par rapport par rapport aux Européens. Donc voilà, et puis alors vous avez effectivement maintenant, vous avez des journaux comme le journal Wall Street qui dit mais quand on va négocier ça, on va constater qu'il y aura des problèmes fondamentaux parce que la réalité du marché ne correspond pas avec ces 700 milliards. Ça c'est ce qu'a dit Trump, mais l'Europe ne consomme pas autant d'énergie ou de produits pétroliers et donc on n'arrivera pas à ces 700 milliards. Donc ça, c'est des visions qui sont exprimées par Donald Trump, mais qui en réalité n'auront pas de réalité concrète, si vous voulez. De même, l'Union européenne a fait savoir que les 600 milliards d'investissements que Trump avait dit promis pour les États-Unis, en réalité, c'est pas l'Union européenne qui va faire ces 600 milliards. C'est des entreprises privées dont on a dit elles pourraient investir jusqu'à 600 milliards aux États-Unis. Mais qui détient la clé de ces 600 milliards sont les entreprises privées. Ce sont les entreprises privées européennes. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la Commission européenne. Personne ne peut décider que les entreprises allaient investir aux États-Unis et l'Union européenne n'a pas les moyens d'investir 600 milliards aux États-Unis. Donc ces 600 milliards, ils viendront d'entreprises européennes en fonction de leur politique propre. Et s'ils jugent nécessaire d'investir aux États-Unis, par exemple, de produire davantage aux États-Unis pour éviter les droits de douane. Alors c'est là que les droits de douane interviennent parce que le but des droits de douane, je le rappelle, dans la perspective de Trump, c'est de forcer les entreprises étrangères à venir produire sur le territoire américain. Et ça peut être une conséquence de ces 15% de droits de douane, c'est que les entreprises européennes se sentent un avantage ou se sont contraintes
d'aller produire aux États-Unis, donc d'investir pour construire des entreprises aux États-Unis de façon à échapper aux droits de douane et ainsi plus facilement vendre leurs produits. Alors, il n'est pas sûr que les entreprises fassent tout ce calcul-là parce que bien souvent, le fait de délocaliser une entreprise pour aller la mettre aux États-Unis conduit à une production qui est souvent un peu plus chère et par conséquent, il n'y a pas vraiment d'avantage comparatif à avoir des entreprises aux États-Unis où il n'y a pas nécessairement une main-d'œuvre qualifiée, etc. Donc, vous avez des entreprises, prenez des entreprises comme les sacs Vuitton et des choses comme ça. Ils ont du personnel extrêmement qualifié ici, un produit qui est extrêmement cher, avec d'ailleurs une clientèle sans doute américaine. Et celui qui est capable de se payer un sac Vuitton, ben, il est capable de payer les 15% de taxes d'importation qui va aller avec. Par conséquent, il y aura pas il y a aucun intérêt pour Louis Vuitton à aller s'établir aux États-Unis, même si en fait le propriétaire du LVMH, du groupe LVMH, Monsieur Arnault, a dit qu'il allait construire une deuxième usine au Texas. Mais bon, ça c'est de nouveau c'est la politique d'entreprise. Mais on peut avoir ce genre de réaction de la part des entreprises européennes, mais c'est pas l'Union européenne qui décide. Donc ça veut dire que ces 500 milliards eh bien, ces 600 milliards, pardon, eh bien, c'est quelque chose qui reste encore dans les limbes. Néanmoins, les Américains ont quand même réussi à imposer des droits de douane. Je rappelle que les droits de douane, c'est pas des droits qui sont payés par les vendeurs, c'est des droits de douane qui sont payés par les acheteurs. En clair, ce sont les Américains, le peuple américain qui payera ces droits de douane. Alors, c'est pour ça, si, par exemple, les Américains ou le Congrès adoptaient finalement la loi de Lindsey Graham des 500% de taxes sur des pays comme l'Inde ou la Chine, eh bien, ça voudrait dire que Monsieur Apple, qui produit ces iPhones, quand il importe, même s'il voulait les produire aux États-Unis, il devrait importer des composants de Chine, eh bien, ces produits auraient 500% de taxes, et par conséquent, ces 500%, ils ne sont pas payés par les Chinois, ils sont payés par les Américains. De nouveau, on a toujours l'impression, et quand on entend d'ailleurs le secrétaire d'État au commerce, Lutnick, américain, quand il parle, il dit « Ah, ils vont payer plus, ils vont payer… » Non, ils vont pas payer plus, ce sont les Américains qui vont payer plus. Et c'est pour ça que, suivant le produit que vous avez, si vous vendez des Mercedes, par exemple, probablement que l'acheteur d'une Mercedes aux États-Unis, eh bien, il a les moyens de payer les 15% supplémentaires. Donc, si vous voulez, à la limite, la production, ou même 30% peut-être. Donc là, oui, les produits se vendraient un peu moins bien, mais comme ce qu'on fournit aux États-Unis est généralement des produits de qualité qui sont indispensables aux Américains, très souvent, ou qui sont pas nécessairement indispensables, mais soit que les Américains ont la capacité de le payer, soit qu'ils le considèrent comme indispensable, eh bien, finalement, ces droits de douane pèsent davantage sur l'économie américaine qu'ils pèsent sur les autres, en réalité. Tout ça est valable quand on a des économies qui sont tout à fait équivalentes. Si on avait appliqué les droits de douane dans les années 60, à l'époque où il y avait une industrie automobile américaine et une industrie automobile européenne, alors on aurait un désavantage comparatif pour les Européens. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile américaine a à peu près totalement disparu. Par conséquent, les droits de douane, ça a perdu beaucoup de son sens aux États-Unis, si vous voulez, concernant le marché de l'automobile notamment. Mais bref, c'est la vision des Américains. Alors la question est que malgré tout, c'est quelque chose qui pèse sur les États-Unis, mais qui pèse aussi sur l'Europe, très clairement. Et ces promesses de von der Leyen sont, d'une certaine manière, en tout cas, un aveu de faiblesse. Parce que si l'Union européenne avait négocié une position de force, eh bien, on ne serait pas arrivé là. Et vous voyez que l'Union européenne, et c'est là qu'on voit l'absence de stratégie dans l'Union européenne, c'est qu'il y a trois grands pôles aujourd'hui, les trois superpuissances, je dirais, qui comptent aujourd'hui. Les États-Unis, très certainement, la Russie et la Chine. L'Europe est en bagarre avec les trois. L'Europe est en bagarre avec les trois, alors un peu moins avec les États-Unis, et c'est la raison pour laquelle ils ont un deal, mais ils ne peuvent pas s'appuyer
voyez, la question, on reprend la question, par exemple, de l'énergie. L'Europe ne peut plus s'appuyer sur la Russie. Donc, elle est contrainte d'avoir un accord avec les Américains. Et c'est là où vous voyez l'absence de réflexion stratégique au niveau européen. Et on a la même chose avec la Chine. Il n'y a pas d'alternative, puisque l'Europe a aussi déclaré que la Chine était un adversaire. Et donc, on a cette absence de vision qui fait que, d'une certaine manière, l'Europe est dans une sorte de nasse. Elle s'est piégée elle-même et elle est contrainte d'avoir les États-Unis. Elle est contrainte d'avoir un deal avec les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit quand même un responsable d'ailleurs de l'Union européenne a déclaré lui-même que la raison pour laquelle on a un si mauvais deal entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'Europe a besoin des États-Unis encore pour l'Ukraine. Donc, et ça a été relevé par Politico. Par conséquent, on a, et d'ailleurs, cet expert disait, une des raisons de ce deal est plus la sécurité que l'économie, parce qu'on veut garder le lien avec les États-Unis. Donc, on voit que l'Europe s'est mise dans une situation où elle n'a pas d'alternative. Et elle ne peut pas faire jouer ses alternatives pour peser dans une négociation avec les États-Unis. Et c'est là où on voit que l'Europe est dirigée par des simples d'esprit, si vous voulez, qui voient toujours les problèmes au premier degré, qui ne sont pas capables de voir comme on a dans un jeu d'échecs à plusieurs étapes. Voilà. Je vais clore ce chapitre-là, je pourrais y revenir s'il y a des questions, mais je voulais revenir aussi sur un autre sujet qui m'a été demandé, plus particulièrement, c'est la question de la Cisjordanie. Alors, on change carrément de sujet, mais c'est quelqu'un qui m'a demandé d'intervenir sur cette question. Alors, on parle évidemment beaucoup de Gaza, on parle un peu moins de ce qui se passe en Cisjordanie. La Cisjordanie fait partie du territoire palestinien occupé. Et je dis bien du territoire. Il n'y a pas des territoires, il y a un territoire palestinien occupé. Et c'est la terminologie qui est d'ailleurs acceptée ou qui a été établie par les Nations Unies. Et donc il n'y a pas de distinction entre Gaza, si vous voulez, et la Cisjordanie. Et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en septembre de l'année passée une résolution qui déclare que la présence israélienne sur le territoire palestinien occupé est illégale. Point final. Il n'est pas question d'avoir un Israélien civil, vous pouvez mettre avec l'uniforme, le costume que vous voulez, c'est illégal. Les territoires palestiniens sont des territoires palestiniens. Point barre. Et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'est faite d'ailleurs sur la base d'un avis qui a été émis en juillet de l'année passée par la Cour internationale de justice, donc la Cour internationale des Nations unies, qui est chargée de régler les litiges entre gouvernements. Et donc, c'est sur la base de cet avis que cette résolution a été adoptée. Et elle enjoint à tous les pays membres des Nations Unies à aider Israël à évacuer ses territoires et à rendre le territoire palestinien, aux Palestiniens. Et ça implique également la Cisjordanie, c'est-à-dire toutes les implantations qui sont là, tout ça, tout est illégal. Point final. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette résolution a donc été votée, évidemment, l'année passée à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est intéressant de voir qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est abstenu. Dans ceux qui sont abstenus, vous avez évidemment alors, ceux qui ont voté contre, c'est les petits, les marqueurs rouges, par exemple, ici. Alors, vous avez tous les pays qui, à part la Hongrie, ça m'a surpris, mais ça peut s'expliquer par l'histoire de la Hongrie.
Mais en gros, vous avez des pays qui sont très fortement inféodés à l'influence américaine, qui sont opposés à ça. Évidemment, les Américains se sont opposés. Et puis vous avez le Tonga, le Tuvalu, enfin ces pays classiques, Palau, tous ces pays, ces micro-États du Pacifique. Vous avez quand même des pays comme la Hongrie et la Tchéquie qui ont quand même accepté. L'Argentine, bon, c'est assez clair, on a un président qui est un adorateur de Trump, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi des États qui se sont abstenus. Et là, vous avez pratiquement tous les pays européens, y compris d'ailleurs la Suisse qui s'est abstenue. Et ça, c'est assez surprenant parce que la politique étrangère et la politique de sécurité de la Suisse est basée normalement sur respect du droit international. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, cette résolution des Nations Unies, qui est basée sur un avis de la Cour internationale de justice, donc qui n'est pas simplement un avis politique, c'est aussi un avis juridique, eh bien, il aurait dû normalement être en cohérence avec la politique suisse, et je pense que la Suisse aurait dû accepter cette résolution. Enfin, finalement, elle a été acceptée, donc c'est pas, ça n'a pas affecté le résultat final, mais néanmoins, je suis un peu déçu que la Suisse n'ait pas accepté. Toujours est-il que quand on parle de la Cisjordanie, on parle évidemment d'un pays ou d'une zone, plus exactement, la zone d'un pays, à la condition que l'État de Palestine soit reconnu par les différents pays européens, mais je vous rappelle que l'État de Palestine était reconnu par les Nations Unies, et donc c'est un pays qui a déjà une réalité juridique. Et quand vous regardez la répartition, alors c'est intéressant de voir la carte de la Cisjordanie. Et quand vous regardez la carte de la Jordanie, alors bon, peut-être je vais peut-être aller un peu plus loin, on va revenir en arrière. Vous avez 3 zones qui ont été déclarées à la suite des accords d'Oslo. Vous avez une première zone, qui est ce qu'on appelle la zone A, qui est la zone qui est dévolue aux Palestiniens, qui concerne essentiellement les zones urbaines, grosso modo. C'est essentiellement les zones urbaines dans lesquelles se trouve la population palestinienne. Et vous voyez que c'est 18% du territoire seulement. Et puis vous avez des territoires qui sont gérés de manière mixte entre les Israéliens et les Palestiniens. En gros, c'est l'administration du Fatah, c'est la zone B. Et puis, finalement, vous avez la zone C, qui est la zone qui est pour les Israéliens. Alors, si on revient dans les comment on va revenir, voilà, pardon, ici, voilà, ça, en rouge, vous avez la zone qui est administrée par les Israéliens et qui est occupée également par les Israéliens. Alors, si on regarde bien, on s'aperçoit que c'est les meilleures terres, c'est les terres qui sont les plus facilement irrigables. D'ailleurs, c'est les terres qui sont proches du Jourdain ici. Et pendant des années, d'ailleurs, les Israéliens avaient plus le droit d'avoir plus d'eau. Je crois que c'est toujours le cas, mais ça, les limitations sont l'écart c'est un peu réduit. Mais les Israéliens ont le droit de tirer plus d'eau par personne que les Palestiniens. De nouveau, on est vraiment dans une zone, dans un territoire occupé militairement. Mais ce qui est intéressant ici sur cette carte, ce qui est intéressant de voir, c'est que la communauté palestinienne a été éclatée. Et on a souvent évoqué, c'était un des reproches qui a été fait aux accords d'Oslo, c'est que avec une répartition du territoire comme celle-ci, il est à peu près impossible aux Palestiniens, parce qu'il n'y a pas de continuité territoriale, d'avoir une gestion rationnelle du terrain, d'avoir des politiques qui s'appliquent à l'ensemble de la population palestinienne. Et en réalité, ce découpage qui a été fait à la demande évidemment des Israéliens, qui correspond aux zones, dans les zones rouges, vous avez toutes ces implantations qui sont illégales d'ailleurs, toutes autant qu'elles sont, qui sont illégales, et vous avez des routes qui lient toutes ces zones, donc vous voyez qu'il n'y a pas de communication et souvent il n'y a pas de route possible entre les différentes zones palestiniennes.
Et ce découpage a été fait de manière à pouvoir contrôler la population palestinienne. Donc on est sur un découpage qui correspond à une occupation du terrain par les Israéliens, avec toutes ces implantations, comme je l'ai dit, mais ça correspond aussi à une manière de contrôler, de quadriller le territoire et d'empêcher une situation comme on a à Gaza, ou qu'on a eu à Gaza dans la période qui a précédé octobre 2023. Parce que sur Gaza, vous avez une continuité territoriale. Naturellement, il y a une occupation, puisque légalement, Gaza est un territoire occupé, même s'il n'y a pas de troupes israéliennes, enfin maintenant il y en a, vous allez me dire, mais je parle d'avant octobre 2023, il n'y avait pas de troupes physiquement sur le territoire. Néanmoins, il y avait des mécanismes de contrôle à distance qui faisaient que la population palestinienne n'était pas libre de se mouvoir, de prendre des décisions, par exemple d'aller pêcher ou des choses comme ça. Donc on est bien dans un territoire occupé, même s'il n'y a pas de militaires directement sur place. Mais il y avait une continuité territoriale, si vous voulez, au sein de Gaza, qui a permis l'opération du déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre 2023. Alors, de telles opérations sont beaucoup plus compliquées en Cisjordanie, en raison du découpage qu'il y a là et qui empêche les différents soins. Il y a des différents groupes armés qui existent, hein, il y en a quand même qui existent, qui sont, pardon, on va revenir. Vous avez le djihad islamique palestinien avec des unités à Jenin, à Naplouse, à Toubas, à Al-Tulkarem, etc. Donc toutes ces unités existent. Vous avez également quelques unités du Hamas. C'est pas un territoire qui est très sur lequel le Hamas n'est pas très présent, mais il a une légère présence dans cette région où il coordonne ses actions avec les brigades des martyrs d'Al-Aqsa en Cisjordanie. Mais toutes ces unités, vous remarquez qu'elles sont très localisées dans différentes zones du territoire. Elles ont beaucoup de difficultés à établir une cohérence opérative, si vous voulez, en raison du découpage. Et c'est la raison pour laquelle les Israéliens, en partie pour cette raison, qu'ils entretiennent ce découpage et des checkpoints un peu partout. Vous ne pouvez pas vous déplacer du nord au sud de la Cisjordanie sans passer par de multiples checkpoints, etc. Et il y a une complication supplémentaire avec toute cette situation que j'ai évoquée. On va revenir à cette carte-là. La complication supplémentaire, c'est que dans la zone B, qui est là, on va revenir, voilà, peut-être on voit mieux la zone B ici, eh bien, c'est les Israéliens et les Palestiniens, c'est-à-dire le Fatah, le Fatah, qui exercent le contrôle. C'est-à-dire que vous avez une partie des Palestiniens qui travaillent de manière fonctionnelle et juridiquement avec le gouvernement israélien. Et évidemment que tout ça complique singulièrement l'action de la résistance palestinienne, la vraie résistance palestinienne, c'est-à-dire celle qui opère essentiellement dans les zones A, enfin qui peuvent se développer dans la zone A essentiellement, qui opèrent dans les autres zones, bien sûr, puisque leur but, c'est la libération de l'ensemble du territoire. Mais vous avez là des mécanismes de contrôle qui sont extrêmement sophistiqués, qui comprennent d'ailleurs, même Amnesty International avait parlé d'un apartheid automatique. Vous avez partout des caméras, des systèmes qui permettent de détecter. Évidemment, comme les Israéliens sont partout, soit seuls, soit en collaboration avec le Fatah, il est assez facile d'avoir une surveillance extrêmement pointue du territoire et d'empêcher toutes ces, disons, révolutions ou révoltes du type de celle qu'il y avait eu en octobre 2023. Voilà un peu la situation en Cisjordanie. Et le problème ici, c'est que il y a juridiquement une obligation qui a été enjointe par les Nations Unies à l'ensemble de la communauté internationale, et en particulier les pays occidentaux, puisque eux ont des moyens de pression et ont des moyens d'action pour mettre en œuvre la résolution des Nations Unies.
les Nations Unies veulent donc que la communauté internationale intervienne et fasse cette évacuation. Et on est toujours dans la même situation, et c'est ce que j'avais déjà évoqué à propos de l'opération Déluge d'Al-Aqsa en octobre 2023. L'inaction des Occidentaux fait que on laisse monter la pression très lentement et on aura à un moment donné une explosion. Et on l'aura également en Cisjordanie. Alors la répression est beaucoup plus dure en Cisjordanie et on ne parle pas des morts hein, parce que il y a tous les jours des morts en Cisjordanie et c'est des enfants et des femmes, c'est comme à Gaza. Peut-être avec un peu moins de bombes et de choses comme ça, mais grosso modo c'est la même doctrine qui est appliquée. Les Occidentaux laissent faire ça. Le problème c'est que ça va conduire à une situation où un jour, la pression sera telle que tout va exploser. Et ça va être finalement probablement une situation pire que ce qu'il y a eu en octobre 2023. Et octobre 2023, je l'avais évoqué à l'époque, on a vu tout d'un coup, le 7 octobre, cette opération du Hamas. Mais je l'ai expliqué d'ailleurs dans mon livre, quand vous regardez le livre qui est là derrière, si vous lisez mon livre, j'explique tout comment ça s'est développé. Et il y a eu, entre 2020, on peut dire 2022, 2021 même, entre 2021 et octobre 2023, il y a eu toutes des séquences d'événements qui se sont développés, qui ont fait en sorte que la tension a monté jusqu'au moment où le vase a débordé le 7 octobre. Et tout le monde le savait, ça a été dans les médias, personne n'a voulu en tirer les conséquences politiques et diplomatiques. Résultat des courses, on a eu le 7 octobre. Donc les pays occidentaux, tous les pays occidentaux, et en particulier ceux qui, aujourd'hui, tout d'un coup se réveillent et disent qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, la France, etc. Tout d'un coup, maintenant, ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Ces pays-là sont ceux qui ont été à la base de l'idée du génocide. La France en particulier, la Grande-Bretagne, l'Allemagne sont des pays qui ont créé les conditions pour que cette situation de génocide se développe. La Suisse fait partie de ça. Et on a exactement le même phénomène qui est en train de se développer en Cisjordanie. Et aujourd'hui, je pense que, de nouveau, contrairement à ce que Ursula von der Leyen disait dans ses différents discours, qu'il faut revenir aux règles du droit international. Non, il ne faut pas venir aux règles du droit international, aux règles internationales. Il faut venir au droit international. Le droit international, c'est les Nations Unies. C'est eux qui déterminent le droit. C'est pas les règles établies par Israël, les règles établies par les États-Unis, les règles établies par l'Allemagne. Tous ces gens à qui il ne manque que la moustache. Hein. Merz, Ursula von der Leyen, il leur manque que la moustache. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Mais ces gens, s'ils respectaient le droit international, on n'en arriverait pas là. Et aujourd'hui, Israël, c'est dans une situation nettement meilleure. Donc, de nouveau, on a affaire à des gens, mais regardez qui était le grand-père de Merz, qui était le grand-père d'Ursula von der Leyen, etc. Et vous verrez qu'on est dans une continuité. On est dans une continuité. Donc, aujourd'hui, il faut une fois de plus, c'est ce que j'avais évoqué dans mon livre dont j'ai déjà fait la publicité tout à l'heure à propos du Russiagate, mais j'avais parlé déjà dans ce livre-là du retour nécessaire au droit international, au respect du droit international, et non abandonner cette idée des règles internationales. Je vous rappelle que la Suisse a abandonné l'idée de respecter le droit international pour respecter des règles internationales. Et si vous regardez les différents documents sur la politique de sécurité de la Suisse, vous verrez que ce que je raconte n'est pas un mensonge. On a complètement abandonné l'idée de respecter le droit international et c'est le droit international qui doit faire foi. Et c'est le droit international qui doit guider notre action parce que c'est la seule chose qui est opposable à Israël. Les règles, c'est pas opposable à personne, n'est-ce pas? Et ça ne conduit qu'à favoriser des situations
de type génocidaire, des actions de massacre, des crimes de guerre. Et c'est d'ailleurs que font les pays européens. Ils s'efforcent aujourd'hui de justifier des crimes de guerre. Et c'est finalement l'essentiel de la diplomatie, semble être de justifier des crimes de guerre et ensuite d'avoir des politiques intérieures qui interdisent et condamnent tous ceux qui condamnent des crimes de guerre. Alors ça, c'est pas des politiques. Merci infiniment, colonel Jacques-Pou. Je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à interagir avec les explications de colonel Jacques-Pou, à commenter, à liker et à soutenir notre chaîne pour qu'on puisse continuer à chercher avec vous et pour vous la vérité. Merci beaucoup, colonel, et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.